le titre de cette conférence, enfin de cette discussion, ça s'appelle De lune noire à l'année de l'éclipse, une traversée du gouffre. Et ça fait partie, et ça s'inscrit, je crois, dans ce qu'on fait avec Christine depuis maintenant 2020 ou 2019. 2019. C'est la suite du pouvoir de l'intime, d'insurrection créatrice et photographie documentaire, c'est-à-dire vraiment comment la photographie nous construit et nous permet de traverser un certain nombre de choses qui nous tiennent encore debout, surtout dans un monde qui semble vacillant. Donc quels repères on peut trouver et construire, des repères intimes qui sont de plus en plus solides et qui sont politiques pour pouvoir aborder un monde qui l'est de moins en moins et qui est de plus en plus difficile de décrypter. Voilà, donc c'est pas la vérité, mais c'est une vérité intime dont on va essayer de parler aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire. Et je vais peut-être commencer tout de suite par ma première question, parce que, donc, dans le titre de Lune noire à l'année de l'éclipse, une traversée du gouffre, il y a deux projets. Le livre qui est ici, et un travail photographique qui est présenté en bas. Et je me demandais pourquoi tu avais réuni deux projets, pourquoi tu ne prenais pas que l'année de l'éclipse ou Lune noire. Lune noire, donc c'est un travail que j'ai fait lorsque ma mère, donc déjà avec on va dire une mémoire qu'elle occultait, hein, elle ne voulait pas se souvenir de sa migration, ses origines, etc., qui est quelque chose d'assez courant d'ailleurs, puisque l'immigration italienne dans les années 20-30 n'était pas forcément très 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 bien vue. Il y avait beaucoup de discrimination, donc elle a voulu devenir française et elle a commencé sa vie en devenant française, en mettant au fond au monde cet enfant que je suis, en se mariant donc avec mon père, etc., etc. Donc elle a tout occulté, sauf que moi je me suis toujours sentie un rapport vraiment proche et une filiation, vraiment, je me sentais dans cette filiation italienne et pas dans la filiation française de mon père, enfin moins, on va dire, comme ça. Donc toute mon énergie, etc., en fait tout ça est allé là-bas. Et là, entrée, elle perd de plus en plus la mémoire et elle entre, il faut la placer en EHPAD, c'est absolument terrible. Et elle a été très vite dans l'unité protégée. Alors, c'est beau comme nom, mais c'est juste terrible. Hein, ce sont tous des gens qui ont perdu la tête, qui errent, etc. De voir cette femme absolument formidable, toujours qui avait une tenue droite, etc., de la voir dans cet état. Et elle ne renonçait pas jusqu'au bout. On lui disait, faut pas que tu marches, faut pas que tu fasses ça, parce qu'elle tombait sans arrêt. Donc c'était voilà. Et donc j'ai commencé, les 13 derniers mois, donc était en EHPAD, je suis allée la voir. C'était juste terrible, Donc j'ai commencé, qu'est-ce qu'on a quand c'est terrible, où on se morfond, on avale des antidépresseurs, ou bien on prend son appareil photo et on écrit. Bon, ben j'ai écrit, moins photographié d'ailleurs, ou du moins si je photographiais, les photographies n'étaient pas bonnes, enfin, ça allait pas, il y a quelque chose là que je connectais pas vraiment bien. Donc même s'il y en a une qui est il y en a deux qui sont dans le livre. Hein. Et donc ce sont des textes qu'on dit de forme poétique, donc qui sont en premier, dans la première partie de ce livre, avec une seule image. Tiens, passe-moi le livre s'il te plaît. Voilà, qui sont... voilà, où elle est là. Et c'est cette photo-là, quand je l'ai envoyée à Paolo Nozzolino, il m'a répondu à bout de vie. Et c'est pour ça que c'est devenu le titre de la première partie, à bout de vie. Voilà. Elle est, je sais pas, c'est 3 semaines avant qu'elle meure. Comme ça, vous voyez, elle est majestueuse, quoi. Enfin, qui est comme ça voilà. Et donc, c'est ces textes qui étaient là pour me soutenir, pour pouvoir retourner. En même temps, j'avais envie de capter ces moments
Et c'est des textes, bon, et c'est étrange parce que j'avais jamais pensé avant à écrire de la poésie. D'ailleurs, c'est pas de la poésie, c'est une forme poétique. Mais là, ce type d'écriture permet en fait d'arriver à une précision en fait d'une sensation, d'une émotion, d'un sentiment qu'une forme plus diluée ne permet moins. Et ne parlons pas de la forme scientifique dont je suis d'abord auteur en fait de textes scientifiques. C'est autre chose. Et donc je suis allée là-dedans. Donc c'est comme un journal, comme ça, sur les 13 derniers mois, qui se termine en fait par la mort et une espèce de rêve prémonitoire que je fais, où je la vois en fait, je comprends à mon réveil, je la vois comme spectre en fait. Voilà. Donc c'est ça. Ensuite la deuxième partie, qui s'appelle « Et après », et ça commence 20 l'heure bleue. Et là, c'est une sorte en fait comment dire, de retour sur pour définitivement aller vers autre chose. C'est-à-dire que je reprends, donc il y a encore des photos de mon geste de fouille, hein, qui est voilà, photo d'archives, de geste de fouille. C'est-à-dire, explique ce que c'est peut-être son geste de fouille. C'est-à-dire, c'est ce qui a commencé qui est à l'origine de tout le travail photographique et de Exil Réminiscence, c'est-à-dire me heurtant sans arrêt devant une mère qui me disait « Ah, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. » Bon, toutes ces histoires, etc. Bon, elles sont oubliées, etc. Donc, je prends quelques photos, parce qu'il n'y en a pas tellement. Donc, en fait, c'est un travail d'archives, de fouille d'archives, alors que j'ai très peu d'archives. Mais il y avait une photo, là, et pour ça que j'ai amené ça, c'est bien que tu le dises. C'est ça, la première photo, en fait. C'est ça, la première photo. Où je retrouve, je fais ce geste, et c'est-à-dire que je voulais une loupe. Je l'ai tellement raconté que j'oublie de dire le principal. Je n'ai pas de loupe, et je prends mon appareil photo avec un objectif macro pour me servir de loupe, pas pour photographier. Et tout d'un coup, cette espèce de travelling qui arrive là, d'un coup l'image bouge d'une certaine façon. Bon, parce que là, ce que je leur demandais, parlez-moi, vous, voilà, parlez-moi de... Voilà. Et ça, je l'ai fait justement dans une invitation que m'a fait Brigitte de Fontaine Obscure en septembre, où j'ai appelé ça le baume imaginaire et la famille retrouvée. Voilà. Donc voilà, ça sont aussi des images de la première photo. Donc ces images que tu vas photographier vont te parler et vont même pouvoir après te révéler une partie de l'histoire. Je sais pas, elles me parlent pas, mais en tout cas, elles m'émeuvent. Quelque chose se met en mouvement de moi à eux, d'eux à moi. Voilà. Et cette petite fille là qui est là, qui est moi, voilà. Donc témoin, mais rentrer en communication, etc. Donc quelque chose là vraiment commence à bouger. Et donc, il existe comme ça, je ne sais pas si vous connaissez Dominique Méguenot, je viens de découvrir ça en fait, qui parle aussi, lui, pour la littérature, du premier mot. Il cite Bergogneau, il cite Annie Ernaux, etc. C'est-à-dire le premier mot qui fait que de situations vécues où tu es là, tu es objet de ces situations vécues, tu deviens sujet en plaçant le premier mot et tu deviens un écrivain ou tu deviens photographe. Là, c'était vraiment la première image qui, 1 an plus tard, parce qu'il s'est passé du temps, après, j'ai fait faire les tirages parce que je voulais avoir juste des captations pour entrer en relation avec ces images. J'avais toujours aucune ambition de devenir photographe, en fait. Et c'est au bout d'1 an, etc., on me demande, lors d'un colloque d'ailleurs sur le biographique, bah tiens, tu pourras les exposer, ces images, ce serait intéressant. Je dis ben oui, je me suis mise sous un autre nom, Lina Lario, etc. Enfin bon, voilà. Et puis finalement, quelque chose vraiment s'ouvre. Et c'était vraiment, je le comprends maintenant où j'en suis, c'était vraiment le chemin de la libération, où comme dit Valentin,
où je contrais la condamnation, c'est-à-dire la condamnation à rester dans le silence, prise en fait dans finalement les effets de ces exils générationnels, familiaux, etc. Et moi, je suis partie moi-même à 19 ans en Allemagne, je suis devenue allemande, et donc je suis partie aussi, moi, dans un exil. Je suis revenue en France, mais c'est un exil qui continue, puisque... Voilà. Je dirais juste que je rajouterais que tu as eu aussi un certain nombre de réponses sur le trajet de migration de ta famille avec, avec ces images et avec la photographie que tu vas faire, avec ta fouille. Oui. C'est important, voilà, simplement de préciser ça. Mais juste, Christine... Je voulais juste terminer pour dire comment ce livre se termine vraiment sur donc le siècle mémoriel, se termine sous l'ouverture et la lumière. Je vais vous lire. C'est les dernières phrases. L'opalescence d'une aube fragile pointe doucement. Le jour sera bientôt là. Le visage de ma fille se dessine, délivré de mon geste photographique de fouille. Il fait face à l'histoire, la prolonge dans ses ailleurs. Il aura suffi d'un instant pour que s'amorce une existence, toute une vie pour qu'elle prenne son cours. Toujours le vivre va. Voilà. Donc il est question de ça, et c'est cette dernière photo. Voilà. On a mis en juxtaposition avec le dernier lit de ma mère, et ça, c'est la photo de ma fille. Alors, puisque tu as parlé de lune noire, mais tu ne nous as pas parlé de l'année de l'éclipse, puisque ça fait partie, puisque tu as mélangé les deux. Qu'est-ce que c'est que l'année de l'éclipse, alors ? J'ai pas mélangé, j'ai juxtaposé. Eh bien, l'année de l'éclipse, c'est justement là, il y a quelque chose qui s'ouvre, et mon compagnon, en fait, on apprend qu'il a un cancer violent, cancer pancréas. Et donc, c'était les 2 années et demie, pratiquement, de traversée. Curieusement, et là, Olivier, toi, enfin les gens qui le connaissent, Dominique, peuvent témoigner, ça n'a pas été plongé dans le désespoir, en fait. Ça a été vraiment se tenir là-dedans. Et du coup, en tant que photographe, je suis allée, alors j'en étais, c'était la photographie au présent, dans le réel des situations. Donc je me suis mis à photographier. Et ce n'était pas photographier la maladie. C'était photographier, en fait, du coup, la vie et le vivant et le non-vivant. Donc je me suis mis à photographier des arbres, des animaux, etc. À le photographier lui, bien sûr. Il y a une photo en bas de lui, photographie Claire, sa fille, à photographier, etc. Et donc c'est... De toute façon, on n'y croyait pas, puisque, comme je dis, on vaincrait, puisqu'on avait toujours vaincu. Il n'y avait aucune raison que ça s'arrête. Et en fait, de la vie générale, il a vraiment tenu très longtemps, dans une bonne tenue. Et c'était quasiment les 2 derniers mois où ça s'est précipité, avec beaucoup de tenue, de grâce, j'ai envie de dire. Voyez, et je peux parler de tout ça sans pleurer. C'est aussi que quelque chose se fait vraiment. Voilà. Et donc, voilà, c'est cette affaire. Chez toi, l'intime et le photographique chaque fois se mélangent, se répondent, dialoguent entre eux. Est-ce que tu peux nous préciser un peu mieux ce dialogue et comment à la fois, donc on a compris comment ta vie allait se bouleverser, mais comment aussi ta photographie, tu l'as un peu abordé, la photographie au présent, donc tu pars d'une fouille et puis tu vas arriver au présent. Est-ce que tu peux développer un peu ce chemin photographique aussi ? En fait, c'est certainement le même mouvement, c'est-à-dire quand j'étais dans mon travail de fouille, je tentais de remonter en fait l'histoire en ne la connaissant pas. Alors tu disais oui pendant le travail du cycle mémoriel,
surtout le premier, enfin Exil Réminiscence, mais après les autres aussi à leur façon. Là au moins ma mère a commencé quand je lui ai dit écoute, etc. Puis je lui ai dit on me reconnaît, comme j'avais été faire des conférences en 2000-2001 à Genève, on m'avait reconnue comme italienne, on m'avait dit mais vous êtes de Belluno, etc. Vu, paraît-il, le type physique que j'avais, etc. Je lui dis tout ça, elle me dit bon écoute, c'est n'importe quoi, tu ressembles à ton père, absolument pas. Mais donc, qui a les yeux bleus et tout. Et donc, et du coup, elle me dit bon bah tiens, peut-être que Joseph, mon cousin, s'il vit encore, voilà, tu pourrais. Ah ben, je me suis précipitée. En effet, je l'ai retrouvé et il a commencé. Il est derrière. Non, juste, il faut dire que Joseph est apparu dans un des gros plans. Voilà. C'est lui. Il est apparu dans un des gros plans et sa mère, en voyant cette photo, a dit mais il existe encore, va voir Joseph. S'il existe encore. S'il existe encore, essaye de le contacter et rencontre-le. Et il avait évidemment beaucoup de choses à dire à Christine sur son histoire. Donc il y a des choses qui se précisaient. Et là, j'ai eu l'idée que j'avais jamais eu avant, je sais pas pourquoi. C'est ça aussi, c'est le processus que ça déclenche, quoi, d'aller de demander à la mairie du village des migrations, donc village lorrain, de Lorraine devenue allemande, française, chahutée, hein, c'est près de Metz. Donc on voit aussi qu'il y a sans arrêt l'Allemagne. Même j'ai vu les générations antérieures, des immigrations en Lorraine allemande, de l'Italie, etc. Donc c'est tout le temps là en train de... Je découvre aussi que mes grands-parents se sont mariés à Stuttgart. Moi, j'ai qu'une idée en tête à 19 ans, aller en Allemagne sans savoir l'allemand, sans être, comme on dit, germaniste, etc. Enfin, quelque chose, là, un appel fort pour ce pays. Et donc là, oui, on me dit, on va vous envoyer ça, pas un problème. Et là, je découvre que ma mère, en fait, mes grands-parents avaient eu 10 enfants, voilà. Et j'en connaissais que 4. Tout ça, c'était ceux qui étaient morts-nés ou mort-née ou morts en bas âge, qui est typique de l'immigration. C'est aussi pas des histoires extraordinaires, ça. Et donc, mais là, du coup, je commence à avoir, par les dates, et les villes de naissance et de mort, je commence à avoir une idée de leur migration à travers l'Europe. En Allemagne, en Suisse alémanique, retourne en Italie, viennent en Lorraine allemande, etc., etc. Voilà. Donc j'ai premier... Et puis, ces petits morts, comme je les ai appelés, ils ont commencé vraiment à m'occuper l'esprit, en fait. Tous ces enfants qui étaient vraiment complètement oubliés, qui sont certainement maintenant dans des fosses communes, après ont été enterrés sur les chemins de la migration, etc., etc. Et ils sont rentrés vraiment dans l'histoire. Mais ils sont rentrés dans l'histoire aussi de manière heuristique, enfin, j'allais dire joyeuse. Et donc on les trouve dans mes livres. Donc il y a des choses comme ça. Bon, puis alors c'est trop long pour expliquer, mais il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent, curieuses. Il y a des enfants qui apparaissent quand tu découvres que les 10 frères et sœurs, tu ne connaissais que 4, il y en avait 6, il y a des enfants qui apparaissent sur tes photos sans que tu saches comment ces enfants apparaissent en superposition. Et tu supposes que tu as réutilisé des photos. Oui. Et c'était en photographiant aussi les lieux où ta famille avait vécu. C'était pas n'importe quel lieu de ces photographies. Non, il n'est pas dans le... Alors, je vais revenir là sur les photos. Donc, je photographiais d'abord en argentique, dans le cycle mémoriel. Maintenant, je suis en numérique. Et j'avais remis un film. Donc, on était allé... j'étais invitée à un colloque à Venise. Et j'en ai profité pour aller finalement voir dans le village, en fait, maintenant qui est presque un petit bourg, Campoloco Maggiore, donc où mon grand-père et ma mère sont nés. Et il y avait une adresse aussi. Bon, la maison n'existe plus, etc., etc. Enfin bon, bref. En tout cas, j'étais là et j'ai photographié, non pas là, j'étais de nouveau, c'est assez curieux, pas dans l'idée de ça va entrer dans le livre. C'était juste pour avoir les endroits. Et donc je mets en effet une pellicule, un film. Et quand je vais les faire développer, il me dit vos photos sont ratées, donc on n'a pas fait de planche contact. Bon, c'est une décision quand même.
Alors, déjà raté. Bon, alors je prends et je regarde pas. Et, bon, je me dis, ce film, je le laisse. Puis finalement, 1 an plus tard, je vais le rechercher parce que là, j'étais dans le livre. Je me dis, il y a peut-être 1 ou 2 photos ou une photo que je pourrais quand même utiliser, on ne sait jamais. Et c'est là que je vois apparaître ce qu'il appelait raté, c'est-à-dire qu'il y avait tout d'un coup des enfants qui apparaissaient dans ces lieux comme ça, des enfants qui avaient un type du Sud, on va dire, et qui, de toute façon, on n'est pas, c'est ce que Deleuze appelle entrer par le milieu. On n'est pas en train de dire, bon, c'est la vérité, c'est le rationnel, c'est l'irrationnel, etc. On entre et on prend en fait ce qui arrive. Et ce qui arrive, moi, à l'aune de ce qui me bouleverse et qui amène en fait, ou qui alimente un travail que je fais, voilà, et un travail aussi personnel en fait. Hein. Et donc finalement, je fais tirer quelques-unes de ces photos, et ces photos sont en s'enfonçant dans la forêt, et aussi sont dans Exil réminiscent. Et bien sûr, bon, j'étais avant, pour des conférences, j'avais été en Colombie et en Argentine, et je pense que ces enfants-là viennent de Colombie. Je crois me souvenir, mais j'en suis pas sûre, mais voilà. Et c'était un vieil appareil qui aussi, voilà, avec qui rembobinait pas les films jusqu'au bout, et donc il restait une petite languette. J'ai cru que le film était vierge. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc tout ça, c'est l'explication, mais ce qui est intéressant, j'allais dire la réalité de la situation, c'est que ceci me fait aussi créer. Bien sûr, c'est des formes poétiques, hein, mais la forme poétique ou la forme photographique, etc., peut tout à fait faire un travail d'élucidation, en fait, qui fait. C'est pour ça que on parlait de ta fille aussi. Oui, j'ai appelé l'album imaginaire ou la famille retrouvée. Donc ceci terminé. Donc en effet, en s'enfonçant dans la forêt, et donc là-dedans, il y a aussi l'évocation de la famille paternelle de ma fille, dont la mère, donc sa grand-mère, vous me suivez, était originaire, sa famille, de Haute-Silésie, c'est-à-dire c'est une partie en Pologne, qui est de nouveau en Pologne, mais qui avait été allemande, et donc à la fin de la guerre, et en 1945, donc il y avait l'armée rouge qui arrivait, et donc beaucoup quittaient les villages, leurs maisons. Donc on voit toujours l'exil, même lorsque je connais quelqu'un que je ne connais pas, il porte une histoire d'exil. On n'a jamais parlé, enfin mon ex-mari, père de ma fille, de son exil. D'ailleurs, c'est un mot, il ne comprend toujours pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Et voilà, et là ma fille, on fait le zoom, et je raconte donc cette histoire, et j'ai dit, finalement, il y a, tout comme ce livre aussi, comme quoi l'intime, c'est toujours quand même encore relié, on va dire, au réel, et c'est relié, même du coup, je dis là, à une actualité, puisqu'il y avait le début de la guerre en Ukraine, des gens qui fuyaient aussi cette partie-là, hein, et j'ai dit, tu vois, et comme pour la famille de ma fille, etc., etc. Et ce qui est curieux, et on ne pose pas de jugement, mais c'est ces circulations qui se font. Je fais ça, et je découvre, elle m'envoie un WhatsApp quasiment similaire, enfin, en même temps, je veux dire, synchrone au niveau temporel, en me disant, mais mon oncle, enfin Klaus, m'a envoyé des photos qu'il a numérisées, etc. Et je vois Omi veut dire grand-mère, mamie, jeune, etc., etc. Et voilà, je suis bouleversée, etc., etc. Et donc elle commence, elle une recherche, alors qu'elle regardait ça, même si je lui dédie tout le temps, bon, tranquillement, disons, c'est l'histoire de ma mère, c'est pas la mienne. Et
Et elle se met aussi, elle, à chercher. Et elle me dit, quand elle m'envoie les photos, elle me dit, bon, je te les envoie, mais tu les photographies pas. Je m'en occupe. Voilà, c'est ça. Donc elle n'a pas parlé de fantômes, mais elle a dit, je m'en occupe. Ce sont, voilà, ma famille. Parce que c'est vrai que j'étais tentée, hein, mais j'ai respecté, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et puis après, bon, elle a continué aussi du côté paternel, a découvert, bah oui, mais ce qu'ont beaucoup d'Allemands de cette génération, troisième génération, certains qui commencent à s'intéresser finalement au passé familial, bah, ils découvrent qu'il y avait aussi des SS voilà, qui sont entrés. Pourquoi ? Parce que Hitler a su bien faire les choses. Il leur a proposé un salaire, une identité, un statut, etc., un uniforme. Et il y en a beaucoup qui crevaient la faim, qui sont entrés là-dedans pour avoir une, je sais pas, un respect d'eux-mêmes, enfin quelque chose comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours dans cet entretien qu'on a fait ensemble, tu disais, c'est pourquoi il faut aller explorer la faille et s'avancer dans la fêlure d'infini, parce que c'est là qu'il y a libération. Je me libère, je les libère et on se libère. Et donc, c'est vrai que tu te confrontes toujours à la faille, tu te confrontes toujours aux profondeurs. Et après toutes ces années-là, ces dernières années qui ont été quand même assez difficiles, où tu t'es confronté à des choses d'une certaine violence, quel regard poses-tu sur ces phrases et sur cette libération dont tu parles ? C'est-à-dire que ça, c'est le début en s'enfonçant dans la forêt, où je dis la faille était là, elle avait toujours été là. Il fallait y aller, s'enfoncer, etc., etc. C'est-à-dire cette faille, c'est quelque chose que je ressentais qui m'empêchait en fait quelque part de recoller des morceaux. Hein, donc il y avait une brisure qui m'a donné sans doute aussi toute l'énergie de faire ce que j'ai fait. Hein. C'est aussi, c'est pas. Et donc là, Exil, Réminiscence a été le début de voilà. Et là, en s'enfonçant dans la forêt, là, ça a été vraiment l'enfoncé de cette forêt, cette forêt qui est la forêt de la mémoire oubliée, occultée, des morts, de tout ce qui est enseveli. Ah oui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ça rejoint. Et Lune Noire, en fait, on comprend que Lune Noire vient après, parce que Lune Noire en astrologie, dans une certaine astrologie, c'est en fait le passage. Quand on décide, paraît-il qu'on décide de notre descente, on passe par une Lune Noire, c'est-à-dire une sorte de zone où on prend en fait tous les inaccomplis de nos ancêtres. Et ensuite on vient sur Terre. Alors en tant que bébé, on l'oublie à nouveau, mais on va le redécouvrir petit à petit. Et notre tâche, c'est d'accomplir en fait l'inaccompli de nos ancêtres, mais aussi notre propre inaccompli. Pour après, quand on va repartir, on repasse par la Lune Noire et on dépose ce qui n'a pas été accompli et on va là-bas, on attend la prochaine descente. Bon, on prend ça au premier plan, on prend ça comme une métaphore, on prend ça comme on veut. On entre par le milieu dans cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est que Valentin me disait, mais tu sais que Lune Noire, c'est en fait le moment où le mois de l'année où il y a 2 lunes. Voilà, donc ce qui expliquait... 2 pleines lunes. Et il y a 2 histoires très fortes qui se mélangent. 2 pleines histoires. Bon, ça je ne savais pas. Ouais. Mais en tout cas, là, c'est pour répondre. Donc, cette faille, c'est où là, vraiment... alors là, c'est là où, pour la première fois, les textes sont plus importants aussi. Et puis, donc, il y a aussi des images. Et cette faille, maintenant, je peux dire que elle n'est plus en moi, en fait. Je sentais, il fallait que j'aille m'y coltiner, il faut que j'aille au plus profond,
Donc, je suis allée avec l'écriture et la photographie pour aller rencontrer en fait l'indicible, l'indescriptible, l'irreprésentable, etc., etc. Donc des choses qui s'accomplissent. Et donc par la première image, le premier mot et tout ce que ça découle en fait. Donc je ne sais pas si je t'ai répondu. J'allais dire, c'était le passage par la... Oui, j'avais marqué là. La porte étroite par laquelle je sentais que je devais passer si je voulais entrer véritablement dans la lumière, en fait. Voilà. Ce que je voudrais, parce que comme tu intitules une traversée du gouffre, je voudrais, et que cette faille et cette traversée du gouffre, il y a chez toi, quand même, on le voit, quelque chose pour moi qui résonne avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire on est dans un moment très très incertain à beaucoup de niveaux, au niveau politique, écologique, social, etc. Et cette traversée que toi tu fais, donc tu dis vers la lumière, ça veut dire qu'on peut faire cette traversée, c'est ma question. Et est-ce que l'appareil photo, est-ce que la photographie est un outil pour pouvoir accompagner cette traversée? Voilà ma dernière question. Oui, mais ça peut l'être, hein, ça peut l'être. Le gouffre, bon, on a compris, c'est les profondeurs des ténèbres, en fait. Hein. Donc il faut aller chercher très loin dans les profondeurs où je suis allée. Il ne faut pas que je généralise. Je suis allée chercher très loin les profondeurs du ténèbre pour aller vers la lumière. Eh bien, j'allais dire, comme dirait François Julien, chacun selon son ainsi. Moi, mon ainsi, c'est la photographie, c'est l'appareil photo et c'est l'écriture, en fait. Mais là, dans l'année de l'éclipse, ah oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un seul poème, c'est tout. C'est comme si, là, maintenant, la photographie avait, avec la couleur qui arrive dans la photographie, comme si elle avait pris le dessus, en fait. Hein, donc plus que les mots, en fait. Voilà. Et je voulais vous lire une phrase de Pascal, hein, philosophe. « Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. » Pas beau, ça? Et il y a Jean Kelevitch, là, que je cite sans arrêt parce que je suis en train de le lire. Et c'est « Ne manquez pas votre unique matinée de printemps. » Ces deux phrases, c'est des mantras, là, maintenant. Et c'est ça, en fait. Hein. Donc c'est pas... ouais, c'est un sentiment vraiment de pleine conscience permanente, on va dire dans un après, encore un après qui n'est pas forcément facile. Mais c'est comme si... ouais, ça arrive avec la photographie, ça. J'ai envie de le dire.